JS, tu vas comment? Ça va et toi? Ça va. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis trop content, mec, c'est trop bien. Mais Trop je cool. suis vraiment content qu'on fasse cette première de striking avec toi. Non, mais en fait, moi, tout simplement, je voulais que tu te présentes, en fait. Parce que c'est vrai qu'on se connaît tous les deux, mais pas forcément résumé. Je m'appelle Jean-Stan Dupac, j'ai 22 ans. Je fais de la comédie, si je puis dire, depuis que j'ai 7-8 ans. J'ai commencé très tôt avec le théâtre. Et ensuite, j'ai continué en tournant assez rapidement pour le cinéma, pour la télé, pour les plateformes. Donc j'ai quelques petits projets bien sympas derrière moi que j'ai adoré, où j'ai rencontré plein de belles personnes comme toi. Et donc c'est cool, je me régale. Je fais aussi beaucoup de doublage à côté. Ça me permet de travailler assez régulièrement. Et voilà, je continue sur ce chemin qui m'amènera je ne sais où. Mais voilà, on va un peu en parler de ça justement. J'ai quelques questions à te poser sur ce sujet-là, sur ta carrière, sur tout ça. Mais d'abord, dans le thème de la présentation, en fait, je voulais savoir comment en fait ça t'est arrivé, en fait, comment t'es rentré là-dedans, tu vois, tout simplement. Ouais. En fait, j'ai commencé assez tôt avec ma sœur. On a fait, donc, comme je t'ai dit, du théâtre. Moi, j'ai une sœur qui a 1 an d'écart avec moi, qui a 1 an de moins que moi, avec qui je m'entends très bien. Mon père est comédien, spécialisé dans le doublage. Donc très vite, si tu veux, on a grandi là-dedans. J'ai baigné dedans depuis très tôt. Ça m'a toujours attiré. De base, je voulais être architecte. Rien à voir. Rien à voir du tout. Mais donc en fait, les maths ont fait que j'ai très vite arrêté ce rêve. Et donc en fait, j'ai commencé le théâtre un peu sur un coup de tête avec ma sœur à 7 ans. Au conservatoire de Rocancourt, dans le 78. Ok, d'accord. La Cambrousse. Okay, c'est là-bas que j'ai eu une prof super qui m'a fait aimer ça et qui m'a proposé un jour, qui m'a dit en tout cas, qui m'a donné l'idée d'essayer de passer des castings. Okay. Il s'avère on connaissait un agent qui avait une agence de jeunes en plus, donc j'avais 10 ans. Et c'est là où j'ai commencé à passer mes premiers castings. Et j'ai eu mon premier tournage à 10 ans, qui était un court-métrage qui s'appelait Zygomatique, réalisé par les frères Astier. Et donc j'avais une apparition de 4 secondes, je faisais le fils à un dîner, je parlais même pas. Et c'était mon premier tournage. Et ouais, on tournait dans une maison de Le Corbusier, je m'en souviens très bien, c'était très sympa. Et voilà, c'était ma première expérience. Et après, ça a un petit peu continué avec des projets un peu plus importants. Mais c'est ça qui t'a dit, c'est la bonne voie. Voilà, c'est là où, en tout cas, j'étais à l'école, donc c'est un peu particulier parce que j'étais au collège, lycée. Donc je rattrapais les cours quand je tournais pendant les périodes scolaires. C'est vrai que ça, c'est vrai. Ouais, et t'avais du coup, quand on me parle, on en reparlera peut-être, mais quand je partais de 2 mois, parfois 2 mois et demi, fallait tout rattraper. Donc j'avais un soutien et tout. Mais à ce moment-là, je savais pas encore que je ferais ça après, si tu veux, après mes études, tout ça. À ce moment-là, je me voyais vraiment faire des études d'archi, en principe. Et c'est vraiment au lycée où j'ai décroché, j'ai dit non, je veux faire ça. Mais c'est génial. Mais c'est vrai que ça devait être quand même un peu rigolo de partir. Peut-être pas pour toi, oui, mais en même temps, c'était d'être un peu chiant de reprendre 2 semaines de soutien. Non, mais tu sais quoi, non, parce que je me régalais sur les tournages, c'est trop bien. Voilà, l'ambiance est ouf, surtout quand tu tournes pas chez toi pendant longtemps, t'es un peu en huis clos avec une équipe. Quand t'as l'âge que j'avais donc 10, 12 ans, 13 ans, machin, à ce moment-là en tout cas, t'es un peu le petit bébé du groupe, quoi, tu vois. Tout le monde est cool avec toi, on se marre, c'est trop bien. Donc non, c'est super. Moi à côté, je tenais le rythme. Franchement, j'avais des résultats corrects. J'étais pas premier de la classe, hein, mais je l'étais pas tout court même quand j'allais à l'école. Donc, tu vois, voilà. Mais en tout cas, voilà, je rattrapais comme je pouvais et ça se passait bien. Tu vois, ça se passait vraiment bien. Moi, je kiffais. Ok, d'accord. T'as commencé, je sais pas si on pourrait dire tôt. Quand même, après 11 ans, 12 ans, c'est quand même assez jeune. C'est quand même assez jeune. Ton premier ressenti sur un tournage où tu étais peut-être un peu fier de toi, où tu sentais que tu touchais un peu à ce truc de « ok, je suis un acteur », tu vois. Le premier, je te dirais Le Cœur en Braille, je pense. J'avais donc 13 ans, je crois, 12 ans au moment de tourner. Le film est sorti en 2016 et c'était une histoire d'amour entre 2 petits ados, une qui perd la vue, qui s'appelle Marie, et moi je faisais Victor, qui est un peu le cancre de la classe. Et c'est réalisé par Michel Boujna. Je faisais le fils de Pascal Elbé aussi, qui est un acteur génial, et c'était un film très humain. Tu vois, on s'entendait
très bien, on tournait en Belgique, les Belges sont géniaux, voilà. et puis là, je me suis dit, ok, t'es sur l'affiche, tu vois, on est 2 sur l'affiche, elle et moi, et c'était trop beau, et donc il y a un truc, là, il y a une espèce d'accomplissement où, tu vois, quand tu vas dans le métro, tu vois ta tête en grand et tout, là, il y avait un truc où, ok, ouais, c'est réel. Maintenant, c'est toujours pareil, enfin, t'es jamais arrivé là où tu veux arriver, là où j'ai envie d'arriver, et donc, sur le moment, c'est génial, c'est super. Maintenant, tu as envie de dire vivement les prochains, quoi. C'est ça te motive en fait. À fond. Ça te motive. À fond, c'est une espèce de petite porte d'entrée. Maintenant, il y a un chemin qui s'ouvre à toi, un couloir, tu y vas et tu fonces et tu essayes de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ok, mais du coup, tu as parlé du Cœur en Braille, d'autres projets aussi. Et il y en a un que j'aimerais beaucoup qu'on parle, parce que honnêtement, c'est là où je t'ai découvert. Ouais. Seul. Forcément. Je pense que tu vas même mieux en parler que moi, mais ça à part d'une bande dessinée, c'est ça? Ouais. En fait, Seul, c'était au moment où je passe le casting, c'était ma bande dessinée préférée. Mais sans vraiment zéro vanne. C'était vraiment, j'avais tous les tomes, je la lisais à fond. En fait, j'apprends qu'il y a le casting. Et je passe le casting. Voilà, j'y vais, je suis trop content. Je vois que c'est pour Terry, qui était mon personnage préféré, qui dans la BD est un peu le petit jeune. C'est un petit rouquin. Il est hyper drôle, très attachant parce que du coup, il se retrouve, c'est le plus jeune des 5, et donc il se retrouve un petit peu paumé là-dedans. C'est son espèce d'innocence qui est touchante. Là où il se rassure, c'est en faisant ses blagues, si tu veux. Et en fait, quand tu vas un peu en profondeur, tu vois que le petit est très angoissé et c'est ça qui est hyper intéressant. Et bref, et je kiffais ça. Il amène une légèreté de ouf à ce groupe, à tout ce truc très angoissant. C'est un peu l'enfer quand même, tout ce qui se passe là-dedans. Donc c'est un peu la bulle d'air, tu vois. C'est ça. C'est 5 jeunes qui se retrouvent dans une ville totalement désertique du jour au lendemain. Voilà, et qui après on découvre qui sont en fait morts. Bon. À la régie, on peut envoyer un spoiler à l'heure, s'il vous plaît? Non, mais c'est-à-dire que il est sorti il y a 8 ans le film. Ouais, donc, il faut le voir. Je peux le dire. Non, la BD surtout. Mais la BD, voilà, on le sait, c'est les limbes, tout ça, voilà. Mais bref, je passe le casting, trop content, voilà, j'y vais. Et puis en fait, après, il n'y a plus de nouvelles. Donc c'était avec David Baranès et Guillaume Moulin, qui étaient directeurs de casting. Et après, on n'a pas de nouvelles pendant 10 mois. Moi, je suis deg, enfin, c'est comme ça, tu vois, tant pis, faut s'y faire, c'est comme ça pratiquement à chaque fois. Pas du tout de nouvelles. Non, généralement, il t'envoie un message, un mail pour te dire ça le fait pas, machin. Bon, il t'explique pas trop pourquoi, mais voilà, ça le fait pas. Parfois, ils te disent. Là, en l'occurrence, j'ai pas le souvenir, je sais plus si. Ou alors, ils nous avaient dit en tout cas que le projet était en stand-by ou arrêté complet. Ouais. Donc, j'étais deg. Il se passe 10 mois, 11 mois, et puis le casting revient. Et donc là, je me dis, ok, je dois y aller, je veux la voir, j'ai ma deuxième chance. J'y vais. Si tu veux, il y a un truc où je pense inconsciemment, je sais pas si à chaque fois j'essaye de pas me mettre la pression, de pas trop penser à ça quand tu passes un casting, mais il y a un truc où, là en l'occurrence, le projet, je l'adore. C'est un truc qui me parle à moi depuis déjà 3 ans à ce moment-là. Donc inconsciemment, j'ai un peu les chocottes et j'ai envie de l'avoir à fond. Et donc j'y vais et il se passe 4 rendez-vous, je pense, 4 callbacks. Un premier casting, ensuite un deuxième callback, un troisième callback, un quatrième callback. Mais ce que tu dois avoir au dernier... Et donc en fait, tu arrives à la fin, tu te dis putain... Donc en fait, au début, tu commences, je sais plus combien il y avait de jeunes, mais je pense qu'il y en avait peut-être 400, 500 qui passent pour ce rôle. Ensuite, ils écrèment, tu te retrouves avec 80, ensuite 30, 20, 10, et à la fin, si tu veux, on était, je me souviens que pendant 2 rendez-vous, on était 3-4. Et donc là, tu dis, bon, ce serait bien que ce soit moi, j'aimerais bien, ça m'irait bien. Ouais. Et au bout d'un moment, au bout du 5e rendez-vous, j'apprends que c'est moi. Et j'ai une vidéo, je te la montrerai si tu veux, où j'apprends en sortant du collège, c'est ma mère qui vient me chercher. Enfin, mes parents qui viennent me chercher et qui me le disent. Et je suis avec un pote et ils me le disent. Et t'as la réaction, c'est très drôle. Va falloir mettre ça en régie, on note. Voilà, je te l'enverrai si tu veux. Mais, et donc après, il y a eu une dizaine de répètes avec tous les 4 ados, donc Sophia, Paul, Kim et Stéphane. Et on a fait une dizaine de répètes de toutes les scènes, si tu veux, un peu chorales du film.
Parce que c'est un film choral, on est tous les 5 constamment. Ouais. Et donc on a pratiquement fait tout le scénario dans une espèce de salle de répète qui était sous les toits à Paris, je m'en souviens très bien, où on faisait les essayages costumes et tout. Et là en fait, toute cette période de 2 mois avant le tournage, où tu sens que ça arrive et que ça monte et tout, c'est indescriptible. Et là pour le coup, si je devais te dire un sentiment d'accomplissement, c'est certainement celui-là. Parce que là j'ai interprété un personnage que je rêvais d'interpréter en fait. Et j'avais 12 ans, 13 ans. Donc tu te dis, c'est cool d'avoir eu la chance de faire ça à cet âge-là, déjà. Et tu n'avais pas une... Parce qu'en fait, quand t'en parles comme ça, on dirait que c'était long pour toi, que ça devait être vraiment beaucoup de pression, mais il n'y avait pas aussi comme si on sentait un peu la destinée, tu vois? Je crois au destin. Je crois au destin. Après, je peux pas croire au destin vis-à-vis de moi. Ça, c'est trop. Genre, je me dis, ce que tu me racontes, c'est une scène de film, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Clairement, parce que ce qui est dingue, c'est que ça s'est passé comme ça, en fait. Et tu pourrais en écrire un film de ce truc. Ouais. Mais après, c'est le parcours de beaucoup d'acteurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je vois aujourd'hui, en fait, plus tu grandis, plus il y a de possibilités, plus tu t'ouvres à certains rôles et plus tu as envie d'interpréter plein de choses différentes. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vais à des castings, une fois sur 2, enfin tout le temps, tu as envie de la voir, généralement, très souvent, tu as envie de la voir. Ouais. Et je pense que ça joue dans le côté destin, je sais pas, après ça se fait quand ça doit se faire. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas parce que j'ai pas le rôle que je suis mauvais. Faut pas se dire ça. C'est qu'il y a plein de caractéristiques physiques, d'idées que les réalisateurs, les directeurs de casting ont sur certains personnages, sur lesquels ils vont pas forcément évoluer au fur et à mesure que le casting avance. Bien sûr. Tu vois, où ils ont des profils bien précis qu'ils imaginent bien. Et même si parfois, tu vois, j'arrive avec mes bouclettes et mon smile, je pourrais, s'il faut pour un rôle, me raser et faire la gueule. Enfin, tu vois. Sauf que parfois, t'en as plein qui n'imaginent pas ça. Et du coup, bah, tu t'es souvent arrêté un peu à ce que tu donnes au premier abord, physiquement. C'est ça. Bah après, c'est l'interprétation. C'est aussi toi, comment tu vas défendre un personnage. Et si la façon dont tu le défends, c'est le bon pour le directeur de cast, le réal et tout ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire qu'ils ont autant de chances de nous avoir qu'on a de chances de les avoir, les directeurs de casting. Parce que c'est grâce à toute cette panoplie d'acteurs et d'actrices qui viennent passer des essais qui vont pouvoir après filtrer au mieux pour avoir ce qui correspondra au mieux au rôle, au personnage qu'ils imaginaient. Bien sûr. Et sans ça, si on est 10 à passer le casting, bah, je pense que les distributions, elles ne sont pas comme ils les imaginent. Ouais. Là où quand on est 300, 400, et bah, ils peuvent filtrer. Donc c'est pour ça que c'est bien cette concurrence aussi. Okay. Ça met la pression, mais c'est bien. Ah, mais c'est bien de dire ça, justement. Je pense qu'on a... Enfin, en tout cas, dans ce qu'on voit sur YouTube et tout ça, il y a très peu de gens qui parlent comme ça et qui voient les choses comme ça. Donc c'est vraiment cool. Écoute, on va continuer de parler. Ouais. Mais avant ça, du coup, j'avais ma petite question. Est-ce que ma petite question spéciale, elle est disponible? Est-ce qu'elle est disponible? C'est bon, on envoie le pouce, ok. Est-ce qu'on peut envoyer la question crush, s'il vous plaît? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Stan, tu vas bien? Salut, ça va très bien et toi? Bah oui, enchantée de te voir. Voilà. Je me présente, je m'appelle Livine Emouté, j'ai 20 ans. Je suis monteuse vidéo dans le cinéma et la création de contenu. Très bien. Et je suis vraiment honorée de te rencontrer aujourd'hui grâce à Axel. Et j'ai beaucoup aimé ton acting dans le film Seul. Ok, trop bien. C'est là où je t'ai découvert du coup. Et très bien l'acting, franchement. C'est gentil, voilà, merci. On a tous eu des celebrity crush, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est le cas pour toi? Oui. Ok. Oui, c'est carrément le cas. Tu veux savoir qui c'est ça? En gros, ok. Je pense que je dirais Margot Robbie. Ok. Parce que déjà, actrice de malade. Oui, je suis d'accord. Malade dans tous les choix qu'elle fait, dans les rôles qu'elle interprète et tout. Rien que sur le plan de carrière, je salue la performance. Je trouve qu'elle a un truc très, très authentique, très brut, que j'adore. Et puis voilà, Margot Robbie dans le Loup de Wall Street, il n'y a pas besoin d'épiloguer tellement, quoi. C'est ça. Elle est sublime de tout, elle est solaire, elle est dingue, et donc voilà, je te dirais Margot Robbie. Maintenant, je pense que c'est un peu mort, l'écart d'âge, je pense que c'est un peu cuit. Je me suis fait à l'idée que c'était cuit, en tout cas. Ah ouais? Hélas, non, j'y vais plus. Oh non, c'est con, pourquoi? C'est comme ça.
J'abandonne. Je me retraite. Là. Ok, bah merci beaucoup Jean-Stan. Et je t'en prie. Et au revoir, hein, voilà. À bientôt, salut À Livy. bientôt. Générique. Hurlevent, je sais pas si t'as vu le film. Bon. Ouais, je sais, vraiment, ça fait un peu. Bon, la réalisation est top. L'image, la photographie est folle. Après, l'histoire, bon, bah, c'est le thème, quoi, après, tu vois. Faut mais du coup, voilà, quand je suis allé voir Hurlevent, j'ai croisé aussi Dorothée Pousseau. Ouais. Que tu connais. Ouais, très bien. J'imagine, ouais. C'est quoi? C'est une bonne amie à ton père? C'est une collègue de travail, j'imagine? Ouais, moi c'est une pote plus de mon père parce qu'elle le connaît depuis très longtemps. Mais moi, oui, je travaille pas mal avec elle. Ça nous arrive, ouais, carrément. Ouais. Et en fait, elle parlait beaucoup, et c'est un peu le sujet qu'il y a en ce moment. Tu vois, je vais en venir un peu avec l'IA et tout ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'en profite pour faire un peu cette transition. Mais du coup, toi, jeune doubleur en plus, tu vois, c'est pas comme si tu avais des années d'expérience, tu es en plein dedans. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça t'intrigue peut-être? Tu vois, ça peut aussi t'intriguer. Non, après, c'est comme toutes les nouvelles technologies depuis toujours. Il faut prendre tout ça avec beaucoup d'humilité, je pense. Tu vois, enfin, on n'est pas encore. Je parle de l'IA en général, même pas forcément de l'IA dans le doublage là. Mais ce qui est dangereux, c'est de voir jusqu'où ça peut aller en fait. Ce qui fait peur, c'est un peu ça aussi qui est un peu effrayant. C'est qu'on parle beaucoup de deepfake, de toutes ces vidéos qu'on voit passer où c'est de plus en plus réaliste. Ouais. Y a une vidéo récemment qui est sortie avec Tom Cruise et Brad Pitt qui se battent. Ça fait peur. Tu dis, et en fait, ce qui est effrayant, c'est que ça fait 2 ans, 3 ans qu'on parle de l'IA, que c'est arrivé vraiment comme ça. Et tu vois les progrès que ça a fait en si peu de temps. Tu dis qu'en fait, on va arriver à un niveau où dans 5-10 ans, il y aura des films peut-être entièrement faits par IA. Entièrement généré par IA, avec des acteurs IA. C'est Matthew McConaughey qui parlait de ça dans un truc que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il disait que lui, il voit, par exemple, dans 5-10 ans, qu'il y ait des catégories aux Oscars, meilleur IA, meilleur acteur IA, meilleure réalisation IA, machin. Et donc, ouais, tu te dis, ok, waouh, est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans pour, dans la création, dans la culture, où l'IA impacte en première ligne tous ces artistes. Je parle tu vas parler des peintres, des graphistes, tu vas parler aussi de toute la partie technique, par exemple quand on est sur un tournage ou sur un enregistrement, l'ingé son. Tu vas parler en fait, et tu te rends compte de beaucoup les scénaristes, les adaptateurs. En fait, ça impacte énormément de gens dans plein de secteurs différents. Et donc là où ça fait peur, c'est que si tu es très pessimiste, tu te dis, on va droit dans ça, dans 2 ans, il n'y a plus tout ça, on prend nos voix, et voilà. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'en fait, l'IA générative, elle se nourrit de toutes nos voix, en tout cas dans le doublage. C'est un truc, c'est une machine, c'est comme une grande machine qui a piqué les voix de tout le monde et qui après va générer des voix plus ou moins jeunes, plus ou moins graves, plus ou moins aiguës, plus ou moins vieilles, etc., etc. Et ce qui est... mais dégueulasse dans tout ça, c'est qu'on nous prend nos voix sans nous demander notre avis. Ouais. Comme si on te prenait ton image à ton insu. En fait, c'est vraiment ça. C'est un truc qui t'appartient à toi. C'est reconnu dans la loi. Et il se passe tout ça sans que personne ne dise rien. Et donc, ce qu'on cherche à faire depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avec un mouvement qui s'appelle Touche pas ma VF, c'est de légiférer. C'est d'appeler d'appeler là-haut pour qu'on puisse au moins encadrer ça. Et que ça n'aille pas plus loin que là. Je ne pense pas que les gens aient envie d'aller voir des films sans âme, si tu les regardes en VF, sans rien, où c'est fait uniquement par un robot qui va ne faire qu'imiter ce qui a été fait de l'autre côté. Là où en doublage, on passe du temps à créer quelque chose, à travailler. Évidemment, on prend un plaisir monstrueux à faire ça. Le doublage, c'est 15 000 emplois. En tout, 15-20 000 emplois, entre les prods, comme j'ai dit tout à l'heure, les ingé-sons, les adaptateurs, les traducteurs, les directeurs artistiques, les comédiens. En fait, c'est une industrie énorme. Et en France, si tu vas au cinéma, 85% des gens qui vont au cinéma voient les films en VF.
Alors, à Paris, on est un peu dans cette espèce de truc, moi je regarde en VO et tout, c'est très bien. Après, t'as tous les puristes qui veulent en avoir partout ils ont en le droit, France. c'est pas le problème. Le problème, c'est d'entrer dans un espèce de conflit permanent entre Team VO, Team VF. Enfin, les gars, personne vous oblige à regarder en VF, personne vous oblige à regarder en VO, chacun fait ce qu'il veut. Sauf que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui adorent regarder en VF parce qu'on fait des super VF, qu'on a le meilleur doublage dans le monde en France, qu'on a la chance d'avoir des moyens mis en place pour avoir ça justement. On a des super studios et c'est ça qu'on ne doit pas perdre en fait. Enfin, ce serait dommageable pour tout le monde. Quand je vois des gens qui, je vais parler de mon père parce qu'il a des rôles géniaux. J'imagine. Il a Luigi dernièrement dans Mario. Et il fait pas mal de conventions. Et quand je vois la réaction des gens quand ils le rencontrent, quand ils entendent sa voix et tout, mais mec, c'est un truc, ça n'a pas de prix. C'est un truc impalpable, tu vois, mais qui est hyper beau. C'est un peu magique, en fait, ce moment-là. Ah, mais de fou. Et je trouve ça dommage de perdre ça pour une machine, tu vois. Je vais en profiter aussi pour te redire ce que je t'avais déjà dit. Mais voilà, moi, depuis mon plus jeune âge, je suis ce qu'on appelle un geek. J'aime beaucoup le cinéma, les BD, les jeux vidéo, et surtout les jeux vidéo. Et du coup, ton père, il a fait Dying Light. Ouais. Une voix, et je me rappelle quand j'étais tout petit, je crois que je devais avoir 8-9 ans quand le premier est sorti, la voix m'a vraiment touché. Ouais. Et quand on tourne ensemble et qu'après tu me dis, j'apprends que plus tard que c'était ton père, c'est un truc de fou. Et ton père, sans que je sache même, j'étais très petit, donc je ne savais même pas c'était quoi vraiment le cinéma et tout ça, et qu'en fait ton père me touche, tu vois, ça, il a instauré presque un vrai filtre, tu vois, qu'on peut tous entendre, et c'est génial. C'est trop beau ça. C'est très beau mon Axel. Non mais c'est cool, c'est génial. Mais c'est pour ça que je te dis, tout ce que je dis sur le doublage, je trouve ça vraiment important, tu vois. Et je vais me permettre de poser une petite question, mais est-ce que tu penses que, au contraire, l'IA pourrait pas venir vous aider d'une façon ou d'une autre, sans bien sûr enlever votre job ou quoi que ce soit, mais venir être un atout là où vous avez peut-être un peu plus de problèmes, tu vois, je ne sais pas lesquels parce que je ne suis pas doubleur. Non. Mais des fois, tu sais, on voit beaucoup de négatifs. Souvent, je me dis, est-ce que le positif… C'est clair. Voilà, c'est quand je dis qu'il faut l'apprendre avec de l'humilité, c'est qu'il y a des choses très bien avec l'IA. Dans des secteurs où il y en a besoin et où on en a besoin, et je pense à la médecine, je pense à la recherche, je pense à tout ça, ça doit leur faire gagner un temps monstre. J'y connais rien. Voilà, donc je sais pas. Mais je pense que ça les aide plutôt bien. Et ça, là-dedans, c'est très bien. Là où moi, là où je vois pas de côté positif, en fait, c'est comme je te dis, dans la création. Ouais, dans la création. C'est qu'on peut pas perdre ça. En fait, si on crée plus, on vit plus. Enfin, je parle pour nous, les artistes, et pour plein de gens qui sont sensibles à ça, sans forcément être artistes. Pour plein de gens qui s'intéressent à l'art, à tout ce qui en suit. Si tu perds cette espèce d'authenticité humaine, en fait, tu tombes dans un truc où tout est robotisé, tout n'a plus d'âme. Je veux dire, c'est comme quand tu regardes aujourd'hui une belle photo, une photo générée par IA, elle est peut-être certainement très belle à l'image, plastiquement, voilà, la photo est belle, mais elle n'existe pas, quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, rien que ce facteur, je pense que psychologiquement, et j'espère que ça joue encore chez les gens, et qu'on va faire en sorte que, non, qu'on tombe pas là-dedans, parce que ça fait un peu peur, mais c'est un peu le début de la fin si on fait ça. C'est sûr. Tu vois, et moi je suis très optimiste, et donc je pense que les gens ont encore un peu de jugeote et d'esprit critique pour continuer à garder ça, à préserver ça, en tout cas, ce truc qui est hyper central et hyper important. Après, c'est un avancement de la technologie, encore une fois, tu vois, c'est comme quand on est passé de la photographie à la vidéo. On y est encore un peu dedans, tout ça, tu vois, mais les streaming… la vidéo n'a pas enlevé la photographie, et ainsi de suite, tu vois, c'est des trucs où en fait, quand quelque chose arrive au détriment d'une autre chose, si c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Ah, c'est sûr. Enfin, tu vois. Et une amélioration, tu passes du 1080p au 4K. Bon, tu filmes en 1080p, mais c'est cool, t'as du 4K. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un exemple de con. Mais en fait, si ça arrive et que ça enlève tout ce qu'il y a derrière, on va un peu dans le mur. Ouais, et c'est valable pour tout, hein, je parle pour plein de secteurs. Enfin, voilà. Non, mais merci en tout cas d'en parler, quoi. Comme tu le dis, c'est un truc hyper… C'est normal. C'est un truc vraiment… Si tu me laisses en parler, c'est cool aussi. Faut. Puis, c'est que ça fait un peu peur. Ouais. Ça fait un peu peur, mais bon, faut être optimiste, sinon tu vas droit dans le mur. Bien sûr. Non, mais ça, on vit au jour le jour de toute façon. Et je vais me servir de ce que tu disais, l'authenticité humaine. Ouais.
pour passer à la deuxième anecdote. Oh. Du coup, je vais te laisser entamer ta deuxième anecdote avec la fameuse actrice Nathalie Baye. Ouais. C'est pareil, c'est une anecdote où j'étais jeune. J'ai pris 2 anecdotes où j'étais jeune, mais parce qu'elles m'ont marqué. Et elles ont un petit peu fait que j'ai continué aussi sur cette voie. Donc c'était un peu même période, j'avais 12 ans, 11 ans. J'avais 11 ans, je tournais La Volante au Luxembourg. C'est un film qui est réalisé par Christophe Ali et Nicolas Bonilori, et avec Malik Zidi et Nathalie Baye notamment. Et je faisais j'avais 3 semaines de tournage. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui perd son fils et qui va faire un espèce de déni et qui va essayer de récupérer un fils, un autre enfant ailleurs en voulant récupérer le sien. C'est là que c'est mon personnage. Et en fait, c'était donc sur la scène de fin, la fin du film, où on a un accident de voiture. Alors là, ça va spoiler, mais c'est comme ça. C'est sorti il y a 100 ans le film. Où on avait un accident de voiture, et donc moi, je suis en passager, elle m'a enlevé, et on a un accident de voiture. Et donc elle meurt dans cette scène. Et si tu veux, au début, c'était une scène où je suis à côté, je la vois au volant, qui meurt, ferme les yeux, machin, et voilà, et on comprend qu'elle est morte. Sur le papier, c'était ça. Un moment, on fait une prise, et t'as donc, je crois que c'est Nicolas, je sais plus si c'est Christophe ou Nicolas, mais je pense que c'est Nicolas Bonilori, qui vient la voir et qui lui dit ce serait génial si au moment où tu fermes les yeux, on puisse avoir une larme qui tombe de là et qui passe comme ça. En gros, donc la tête est comme ça, il voulait que ce soit cet œil-là. Ouais. Que c'est précis, quoi. Mais c'est de la chirurgie, le truc. Ouais. Et en fait, elle le fait à la prise d'après, quoi. Et donc là, toi, t'es en face, t'as 11 ans, tu te dis, bon, ok, dans mon référentiel, le cinéma, c'est... je regarde beaucoup de films, je fais plein de choses. Dans mon référentiel, c'est quand même apprendre un texte, jouer des émotions. Voilà, à cet âge-là, tu vois, à cet âge-là, c'est un peu ça. Et en fait, tu comprends très vite que non, là, en l'occurrence, quand tu te retrouves face à ça, tu te dis non, c'est pas que ça. Là, c'est dur. C'est pas que ça, mon grand. Et en fait, ça te fait très vite. Moi, tu vois, j'ai pris une claque évidemment monumentale. Ce que j'aime bien dire, je sais plus quel acteur avait dit ça, mais c'est un moment où tu passes d'acteur à spectateur en plein milieu d'une prise. Et c'est vraiment le cas. Je suis complètement sorti du truc. Alors après, ça allait parce qu'un gamin de 11 ans qui voit quelqu'un mourir face à lui est un petit peu impressionné, je pense. Donc que je sois impressionné véritablement, ça marchait à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est dingue, c'est de voir en fait cette espèce de truc qui peut paraître artificiel, en fait, tu vois, qui peut paraître fabriqué. Oui, bien sûr, parce que c'est demandé, donc. Qu'il est pas du tout, au final. Qui est un truc, qui est une émotion. D'une profondeur assez dingue, où tu te dis en fait, waouh, c'est en elle, tu vois. Et il y a plein d'acteurs, actrices comme ça que j'ai découvert après, dont tu t'inspires et tu te nourris de ça. Et cette anecdote, ce passage, c'est resté gravé dans mon petit cerveau depuis tout ce temps-là. Parce qu'en fait, ça veut, tu vois, c'est un moment où tu vas chercher quelque chose une émotion profonde, vraiment parfaitement humaine, dans un truc un peu fabriqué. Et c'est là un peu l'essence même du métier d'acteur, je pense. C'est ça. C'est tu vois, et donc quand t'es témoin de ça en face, en live comme ça et tout, au premier rang, en plus j'avais la cam derrière moi, donc ça c'est cool. Parce qu'à ce moment-là, la caméra était sur elle, on était en champ contre champ. Donc quand je t'ai dit tout à l'heure que j'étais impressionné, on voit mon petit bout de cheveux, peut-être un petit bout d'œil, et voilà, tu vois, moi je m'en fous, je pouvais sourire, limite on me voyait pas. Et c'était incroyable, incroyable. Bah mec, c'est chargé ce que tu dis. Non mais c'est vrai, après tu vois, c'est un truc que j'ai vraiment gardé, je te le dis, ça m'accompagne encore aujourd'hui dans quand tu joues des scènes d'émotion en particulier, où tu as besoin de te concentrer, tu as besoin de ça, quand tu vois, avant une scène d'émotion, généralement le plateau est assez silencieux, on respecte un petit peu l'intimité des acteurs et tout, bien sûr. Parce qu'on a besoin de concentration pour aller chercher un truc parfois un peu deep. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des méthodes différentes, il y en a qui vont penser à des expériences qui les ont un petit peu traumatisés, en tout cas qui les ont marqués. Il y en a qui vont aller chercher purement scientifiquement parlant à garder les yeux ouverts et avoir un peu de larmes dans les yeux. Enfin, il y a plein de méthodes, mais en tout cas, il faut un peu de concentration. Et ça, en fait, juste de repenser à tout ça et tout, ça t'aide vachement. Moi, ça m'aide vachement en tout cas.
Ok, ouais, ça donne un exemple en fait, finalement. Ouais, puis voilà, après quand tu vois la carrière de Nathalie Baye, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Tu dis voilà, ouais, mais si je peux suivre le chemin, si je peux suivre la route, j'y vais les yeux fermés. D'avoir elle, et puis qui te donne c'est comme une certaine leçon en fait, finalement, tu vois, c'est. Ça devait être. Ouais, méga leçon de tout, d'acteur, de tout, humaine, incroyable, de travail. Parce que c'est ça aussi, c'est le travail, tu vois, dans ça. C'est pas anodin, tu vois le chemin que toi, tu as à parcourir. Tu dis le chemin intérieur qu'elle fait pour elle en 2 minutes, arriver à ce que demandait, mais au millimètre, le réal. Quand elle a l'arme qui coule, qui tombe du nez et tout, je m'en souviens très bien. Le fait d'en parler, j'ai toutes les images. C'est très drôle. Et en fait, tu prends une claque de ouf. Ça ne peut que te motiver, finalement. Tu prends une claque de ouf. Et ça te donne envie de continuer, à fond. Mais du coup, en parlant de travail, je pense que c'est bien, on a parlé de tes projets et tout ça. Mais maintenant, va falloir que tu nous montres un petit peu. Donc on va partir sur ta carte blanche, voilà. Ouais, ta carte blanche, doublage. Ça me va très bien. Et puis on va se mettre directement sur le set. Ok les amis, donc là on est sur la carte blanche de JS qui a décidé de nous jouer du doublage. De nous jouer du doublage. De nous faire du doublage. De nous faire du doublage. Pourquoi faire difficile. Voilà, du coup on a aussi 2 amis, Amy, Amélia, qui sont là aussi pour nous aider dans cette bande rythmo qui... 4 personnages, donc il nous fallait des personnes. Puis voilà, venez, on s'envoie direct en fait. Ça sert à rien de parler. Hein. On s'envoie direct. Allez, feu. C'est bon ? Allez, feu. Ok. Ok. C'est parti. On y va. Ce soir, Maître Splinter nous a confié une mission très importante. La cible est de l'autre côté de la rue. On doit agir avec discrétion et ruse pour infiltrer le monde des humains et récupérer un paquet de nouilles. Un paquet de nouilles. Tu nous fais quoi là ? J'essaie de booster votre De quoi ? On motivation, avait les gars. fait la liste, on a quoi d'autre ? 4 grands pots de crème glacée sans crème, des fruits, des légumes et un paquet de Doritos Cool Ranch format Maxi Fiesta. Perso, je les préfère au Il a fromage. été hyper précis sur la taille du paquet. Il l'a souligné 2 Ok, fois. Denis, tu te charges du papier toilette, Raph, tu remplis le garde-manger, et Mikey, tu fais le plein de junk food. Okidoki. Souvenez-vous, aucun humain ne doit nous voir. Vous vous rappelez pourquoi ? Les humains sont la vermine démoniaque de la Terre. Il faut les éviter, faut pas les saluer. Ils adorent massacrer tout ce qui ne leur ressemble pas. Interagir avec eux peut nous coûter la vie. Et je sais que c'est carrément un préjugé, mais c'est ce que papa nous a appris. Moi je trouve les humains plutôt sympas, franchement. Et la K-pop, Le breakdance, cette danse humaine est tombée par Ils ont terre. inventé les séries, les jeux vidéo, c'est encore mieux. Les pizzaiolos, les gamers pizzaiolos qui font du Bon, breakdance. écoutez, on pense tous que les humains sont cool, mais on a une mission. Au boulot. Bla bla bla. T'as chopé Arrête. une bronchite. Pas mal. On mérite une bonne note. On ramène les courses à la maison. Qu'est-ce que tu racontes ? On est sorti il y a à peine 1 heure. Allez, on traîne dehors. Ouais, Ah, allez, c'est bon, arrêtez. On avait dit qu'on le referait plus. Il y a une semaine, on a vu un match de basket au Madison Square Garden. C'était le concert d'Angèle la semaine d'avant. Mais envoyez ça. Et alors ? Pourquoi pas ? Et Splinter va nous griller, on sera privé de C'est sortir. un ermite, il sait pas combien de temps on fait les choses. Pour lui, ça nous fait du bien. 3 heures pour aller faire les courses. Ça, Non, les frangins, on lui a quand même promis qu'on recommencerait plus. Regardez, il projette un film en plein air. À Oh ouais ! Ouais, j'espère qu'il est marrant. Ah, j'espère qu'il est violent. Faut que tu te calmes, Raph. Arrête de chouiner, Léo, on y va. Ok, attendez-moi. C'est génial, Je non ? me suis vautré au début encore. Mais Faut t'inquiète, boire un mais verre d'eau. franchement, tranquille. Trop bien. Bah, c'est bon. Vous avez été génial, les filles. Bravo, Merci les filles. énormément. sûre, je suis pas prête à dire. Bravo les filles. Si. J'aurais dû boire un verre d'eau avant moi. T'inquiète. Bravo les filles. Félicitations. Magnifique, magnifique. Tourne-toi. Coupé. Super. Ok, bon, maintenant... Ok, attends, viens. Tu es là, tu regardes en bas, tu te demandes ce qui s'est passé. Pendant 1 minute ? Je te ferai un signal pour te dire quand tu commenceras à bouger, d'accord? Attends, tu veux dire que je dois compter jusqu'à 60 ? Genre comme 1, 2, 3 Quoi? Non, tu compteras pas jusqu'à 60, tu dois juste... Ok, alors tu es genre... Oh mon Dieu! Tous ces hommes, ils sont tous morts, tous ces gars, c'est... Alors, tu veux que je fasse semblant, c'est ça ? Ouais, Ouais, comme je suis un peu triste ou quelque chose de ce genre, parce que toute ma troupe... oui, c'est ça, tous tes hommes sont...
tous ces hommes, ils ont été anéantis. Ces gars, c'est ta famille. Ta famille que tu aimes a été assassinée. Et c'est de ta faute. Toi, tu leur as fait ça. Et tu pensais que c'était les nazis? Ouais, non, c'est toi qui leur as donné l'ordre de descendre dans la vallée de la mort, d'accord? D'accord, c'est toi qui as décidé. Toi et personne d'autre. T'aurais pu les protéger, d'accord? Parce qu'ils te faisaient confiance et qu'ils t'aimaient. Donc toi, tu regardes juste ça et... cette chose. Et tu te demandes au fond de toi, tu peux plus les sauver. Parce qu'ils sont morts. Waouh, c'est Ouais. très enthousiaste. Ok, Ok? je marche et charge. Allez. Ok. Ok, d'accord. Génial. Je sais pas où vous mettez les gars. C'était le bazar, mais c'était cool. Ouais. Trop bien. Ok. Ça, c'était Duff Abelsman ouais. avec cet homme monstrueux, d'accord, qui a joué Samy, du coup, c'est ça? Ouais, c'est prononce ça. Samy. Du coup, je sais pas si je l'ai dit en fait dans Tortue Ninja, mais dans Tortue Ninja, il jouait aussi Leonardo. Voilà. Là, il va jouer du coup le roi. Il n'a pas du tout interagi avec le doublage, mais c'est une scène qui lui tient à cœur. On s'est dit pourquoi pas la tester en doublage. C'est un monologue que j'aime vraiment, c'est un discours que j'aime vraiment. J'aime beaucoup Timothée Chalamet. Bon, voilà, pas très original, mais c'est comme ça. Et puis je trouve cette scène géniale et voilà. Et je l'ai présentée en audition plusieurs fois en monologue de parcours libre. Donc, Ok. je vais me régaler. Ok, on y go. Vous attendez de moi les paroles d'un roi. Je n'ai que ces mots à vous dire. Et ce sont les mêmes que je vous dirais si nous n'étions pas sur ce champ de bataille réunis. Ce sont les mêmes que je vous dirais si vous et moi nous nous rencontrions dans les rues. Je n'ai jamais espéré qu'une seule chose. Voir ce royaume uni sous la couronne d'Angleterre. Les hommes naissent pour mourir, nous le savons. C'est notre condition, toujours nous portons ce fardeau. Si aujourd'hui est votre dernier jour, qu'il le soit, demain sera le mien. Ou le vôtre demain et le mien aujourd'hui, peu importe. Ce qui importe, c'est que vous sachiez dans vos cœurs qu'aujourd'hui vous incarnez l'Angleterre. Chacun d'entre vous. L'Angleterre, c'est vous. Vous êtes l'Angleterre. Et qu'il n'y ait pas le moindre écart entre vous. Ne combattez pas pour vous-même, mais pour combler cet écart. Pour n'en faire qu'un seul bloc dense et solide. Pour n'en faire qu'une masse. Une masse impénétrable. Faites la vôtre. Faites-en l'Angleterre. Faites-en l'Angleterre. Bravo, je t'ai gavé. Je suis gavé, j'y suis allé. Attends, trop bien, j'adore. S'il vous plaît, les gars. Bravo les gars. On applaudit Lanstan, s'il vous plaît. Vous. On applaudit Lanstan. Écoutez, c'était le premier épisode de Striking. J'espère qu'il vous a plu. Et merci beaucoup. Trop cool, quel à plaisir. Lanstan. Génial. Merci à notre invité et surtout merci à l'équipe. Putain, regardez-moi ça. Ça. Sans eux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'émission sans eux. Bravo. Et le caméraman derrière qui est derrière, forcément. Et Rogers, et merci les gars, merci beaucoup. Et puis voilà, je sais pas quoi dire à chaque fois, ça me perturbe. Je vais boire un gros verre d'eau, moi. Énorme, t'as été énervé mon gars, c'est incroyable. C'est gentil. Merci à tout le monde et puis des bisous. Des bisous. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Salut, Ciao.